Bonjour et bienvenue sur une toute très courte présentation sur le prochain livre que je vais vous lire. J'ai, comme d'habitude en fait, comme c'est un livre que je ne connais pas, j'ai pas voulu creuser et regarder un petit peu ce qu'il y avait, enfin de quoi ça parlait. Je sais grosso modo de quoi ça parle. Je parle donc de Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Donc c'est un livre qui est sorti une trentaine d'années avant Dracula de Bram Stoker, pardon. Et en gros, ça va parler de vampires, ça va parler d'homosexualité féminine, et on a déjà un personnage de vampire comme on peut l'avoir, il me semble, dans Bram Stoker, dans le Dracula de Bram Stoker, pardon. Il y a l'appétit du sang, il y a le charme, voire l'hypnose, créature nocturne. On est dans du roman gothique, ça va être donc très dans l'expression des sentiments, du malaise, du danger. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'horrifique aussi. Je pense pas que ce soit graphique encore, ça devait pas être encore ça à l'époque. Et c'est un très court roman parce que sur mon e-book, il ne fait que 146 pages. J'ai lu très rapido, je pense que c'est considéré comme un court roman ou une grosse nouvelle, et il avait été à l'origine publié pas dans un recueil, mais enfin en gros dans le livre, il y avait Carmilla et une autre nouvelle. Je ferai plus de recherches à la fin parce que j'ai envie de garder un œil un petit peu neuf. Et on se retrouve tout bientôt pour la lecture du prologue et des premiers chapitres de Carmilla. Et je fais un petit vlog lecture à la fin. Je pense qu'il va se lire très vite, hein. On verra parce que c'est une 130-140 pages. À de suite. Carmilla, John Sheridan Le Fanu, 1871 a priori. Je n'ai pas trouvé de traducteur. Prologue. Sur un feuillet joint au récit que l'on va lire, le docteur Hesselius a rédigé une note assez détaillée, accompagnée d'une référence à son essai sur l'étrange sujet que le manuscrit éclaire d'une vive lumière. Ce mystérieux sujet, il le traite dans cet essai avec son érudition et sa finesse coutumière, une netteté et une condensation de pensée vraiment remarquables. Le dit essai ne formera qu'un seul tome des œuvres complètes de cet homme extraordinaire. Comme dans le présent volume, je publie le compte-rendu de l'affaire dans le seul but d'intéresser les profanes, je ne veux prévenir en rien l'intelligente femme qui la raconte. C'est pourquoi, après mûre réflexion, j'ai décidé de m'abstenir de présenter au lecteur un précis de l'argumentation du savant docteur, ou un extrait de son exposé, sur un sujet dont il affirme qu'il touche, très vraisemblablement, aux plus secrets arcanes de la dualité de notre existence et de ses intermédiaires. Après avoir trouvé cette note, j'éprouvais le vif désir de renouer la correspondance entamée, il y a bien des années, par le docteur Hesselius avec la personne qui lui a fourni ces renseignements, et qui semble avoir possédé une intelligence et une circonspection peu communes. Mais, à mon grand regret, je découvris qu'elle était morte, entre-temps. Selon toute probabilité, elle n'aurait pu ajouter grand-chose au récit qu'elle nous communique dans les pages suivantes, avec, dans la mesure où je puis en juger, tant de consciencieuse minutie. Chapitre 1. Frayeur d'enfant. En Styrie, bien que nous ne comptions nullement parmi les grands de ce monde, nous habitons un château, ou schloss. Dans cette contrée, un revenu modeste permet de vivre largement. 800 ou 900 livres par an font merveille. Le nôtre eût été bien maigre si nous avions dû vivre au milieu des familles riches de notre patrie. Mon père est anglais, et je porte un nom anglais bien que je n'ai jamais vu l'Angleterre. Mais ici, dans ce pays solitaire et primitif, où tout est si étonnamment bon marché,
Je ne vois pas comment un revenu beaucoup plus important ajouterait quoi que ce soit à notre bien-être matériel, voire même à notre luxe. Mon père, officier dans l'armée autrichienne, prit sa retraite pour vivre d'une pension d'État et de son patrimoine. Il acheta alors, pour une bouchée de pain, cette demeure féodale, ainsi que le petit domaine où elle est bâtie. Rien ne saurait être plus pittoresque et plus solitaire. Elle se trouve sur une légère éminence, au cœur d'une forêt. La route, très vieille et très étroite, passe devant son pont-levis, que j'ai toujours vu baisser, et ses douves, abondamment pourvues de perches, où voguent de nombreux cygnes, parmi de blanches flottilles de nénuphars. Au-dessus de tout ceci, le schloss dresse sa façade aux multiples fenêtres, ses tours, sa chapelle gothique. Devant l'entrée, la forêt s'ouvre pour former une clairière pittoresque de forme irrégulière. À droite, un pont gothique en pente raide permet à la route de franchir un cours d'eau dont les méandres s'enfoncent dans l'ombre dense des arbres. J'ai dit que ce lieu était très solitaire. Jugez un peu comment cela est vrai. Lorsqu'on regarde depuis la porte de la grande salle en direction de la route, la forêt s'étend sur 15 milles à droite et sur 12 milles à gauche. Le plus proche village habité se trouve à environ 7 000 Anglais vers la gauche. Le plus proche schloss habité, auquel se rattachent des souvenirs historiques, est celui du général Spilsdorf, à quelques 20 milles vers la droite. J'ai dit le plus proche village habité. En effet, à moins de 3 milles vers l'ouest, dans la direction du schloss du général Spilsdorf, il y a un village abandonné. Sa charmante petite église, aujourd'hui à ciel ouvert, renferme dans ses bas-côtés les tombeaux croulants de l'altière famille des Karnstein, aujourd'hui éteinte, jadis propriétaire du château, désert lui aussi, qui, au cœur de l'épaisse forêt, domine les ruines silencieuses de l'agglomération. Sur la cause de l'abandon de ce lieu impressionnant et mélancolique, une légende court, que je vous narrerai une autre fois. Pour l'instant, je dois vous dire combien les habitants de notre logis sont peu nombreux. Je passe sous silence les domestiques et les divers employés qui occupent des chambres dans les bâtiments rattachés au château. Écoutez bien et émerveillez-vous. Il y a d'abord mon père, le meilleur homme du monde, mais qui commence à se faire vieux, et moi-même qui n'ai que 19 ans au moment de mon histoire. 8 ans se sont écoulés depuis lors. Mon père et moi formions toute la famille. Ma mère, une styrienne, était morte au cours de ma petite enfance. Mais j'avais une gouvernante au grand cœur dont je peux dire qu'elle se trouvait auprès de moi depuis mon tout jeune âge. Je ne saurais évoquer une période de mon existence où son large visage bienveillant ne soit pas une image familière dans ma mémoire. C'était Madame Perrodon, originaire de Berne, dont les soins attentifs et l'infinie bonté réparèrent pour moi, dans une certaine mesure, la perte de ma mère que je ne me rappelle en aucune façon, tant j'étais jeune au moment de sa mort. Cette excellente femme était la 3e personne du petit groupe réuni autour de notre table à l'heure des repas. Il y en avait encore une 4e, Mademoiselle de La Fontaine, qui remplissait les fonctions de préceptrice. Elle parlait le français et l'allemand, Madame Perrodon le français et un mauvais anglais. Mon père et moi, l'anglais, que nous employions tous les jours, en partie pour nous empêcher de l'oublier, en partie pour des motifs patriotiques. Il en résultait un langage digne de la tour de Babel, dont les personnes étrangères au château avaient coutume de rire, et que je ne perdrai pas mon temps à essayer de reproduire dans ce récit. Enfin, 2 ou 3 jeunes filles de mes amies, à peu près de mon âge, venaient faire parfois des séjours plus ou moins longs chez nous, et je leur rendais leur visite. Telles étaient nos ressources sociales habituelles. Mais, naturellement, il nous arrivait de recevoir la visite inopinée de quelques voisins, résidant à 5 ou 6 lieues de distance seulement. Malgré tout, je puis vous l'affirmer, je menais une existence assez solitaire. Mes 2 gouvernantes avaient sur moi la seule autorité dont pouvaient user 2 personnes aussi sages à l'égard d'une enfant plutôt gâtée, orpheline de sa mère, et dont le père lui laissait faire à peu près tout ce qu'elle voulait en toutes choses. Le premier incident de mon existence, qui produisit une terrible impression sur mon esprit et qui, en fait, ne s'est jamais effacé de ma mémoire, compte au nombre de mes souvenirs les plus lointains.
D'aucuns le jugeront trop insignifiant pour mériter de figurer dans ce récit, mais vous verrez par la suite pourquoi j'en fais mention. La chambre des enfants, comme on l'appelait, bien que j'en fusse la seule occupante, était une grande pièce au plafond de chêne en pente raide, située au dernier étage du château. Une nuit, alors que j'avais à peine 6 ans, je m'éveillai soudain, et après avoir regardé autour de moi, je ne vis pas ma bonne dans la chambre. Comme ma nourrice ne s'y trouvait pas non plus, je me crus seule. Je n'eus pas peur le moins du monde, car j'étais un de ces enfants heureux que l'on s'applique à garder dans l'ignorance des histoires de fantômes, des contes de fées, et de toutes ces légendes traditionnelles qui nous font cacher notre tête sous les couvertures quand la porte craque brusquement, ou quand la dernière clarté d'une chandelle expirante fait danser plus près de notre visage l'ombre d'une colonne de lit sur le mur. Contrariée et offensée de me retrouver négligée de la sorte, car tel était mon sentiment, je commençai à geindre, en attendant de me mettre à hurler de bon cœur. Mais à ce moment précis, je fus tout étonnée de voir un très beau visage, à l'expression solennelle, en train de me regarder d'un côté du lit. C'était celui d'une jeune fille agenouillée, les mains sous mon couvre-pied. Je la contemplais avec un émerveillement ravi et cessai de pleurnicher. Elle me caressa de ses mains, puis s'étendit à côté de moi et m'attira contre elle en souriant. Aussitôt, j'éprouvai un calme délicieux et je me rendormis. Je fus réveillée par la sensation de 2 aiguilles qui s'enfonçaient profondément dans ma gorge, et je poussai un cri perçant. La jeune fille s'écarta d'un mouvement brusque, les yeux fixés sur moi, puis se laissa glisser sur le parquet, et, à ce qu'il me sembla, se cacha sous le lit. Alors, ayant vraiment peur pour la première fois, je me mis à hurler de toutes mes forces. Nourrice, bonne et femme de charge entrèrent en courant. Après avoir entendu mon histoire, elles feignirent d'en faire peu de cas, tout en s'efforçant de me calmer par tous les moyens. Mais malgré mon jeune âge, je discernais une expression d'anxiété inhabituelle sur leur visage blême. Et je les vis regarder sous le lit, inspecter la chambre, jeter des coups d'œil sous les tables et ouvrir les armoires. Après quoi, la femme de charge murmura à l'oreille de la bonne. « Passez votre main dans ce creux sur le lit. Quelqu'un s'est bel et bien couché là, aussi vrai que vous avez omis de le faire. L'endroit est encore tiède. » Je me rappelle que la bonne me cajola tendrement. Après quoi, les 3 femmes examinèrent ma gorge à l'endroit où j'affirmais avoir senti les piqûres, et elles déclarèrent qu'il n'y avait pas le moindre signe visible que pareille chose me fût arrivée. Elles restèrent auprès de moi pendant toute la nuit, et désormais, une servante me veilla dans la chambre jusqu'à ce que j'eusse atteint mes 14 ans. À la suite de cet incident, je restai pendant longtemps très nerveuse. On fit venir un médecin, qui était un homme d'âge mûr. Avec quelle netteté je me rappelle son visage long et blême, à l'air sombre, légèrement marqué par la petite vérole, et sa perruque brune. Pendant plusieurs semaines, il vint au château un jour sur 2 et me fit prendre des remèdes, ce qui, naturellement, me parut détestable. Le matin qui suivit la nuit où je vis cette apparition, je fus en proie à une telle terreur que, bien qu'il fît grand jour, je ne pus supporter de rester seule un instant. Je me rappelle que mon père monta dans ma chambre, se posta à mon chevet et se mit à bavarder gaiement. Il posa plusieurs questions à la nourrice, dont une des réponses le fit rire de bon cœur. Enfin, il me tapota l'épaule, m'embrassa et me dit de ne plus avoir peur. Tout cela n'était qu'un rêve, dont il ne pouvait résulter aucun mal pour moi. Néanmoins, ces paroles ne m'apportèrent aucun réconfort, car je savais bien que la visite de cette femme inconnue n'était pas un rêve, et j'avais terriblement peur. La bonne me consola un peu, en m'assurant que c'était elle qui était venue me voir et s'était couchée dans le lit à côté de moi. J'avais dû rêver à moitié, puisque je n'avais pas reconnu son visage. Mais cette déclaration, pourtant confirmée par la nourrice, ne me satisfit pas entièrement. Je me rappelle encore au cours de cette journée qu'un vénérable vieillard en soutane noire
entra dans ma chambre avec la bonne, la nourrice et la femme de charge. Il leur adressa quelques mots, puis me parla d'un ton bienveillant. Il avait un visage très bon, très doux, et il me dit qu'ils allaient prier tous les 4. Ensuite, m'ayant fait joindre les mains, il me demanda de prononcer doucement, pendant leur oraison, la phrase suivante. « Seigneur, entends toutes les prières en notre faveur, pour l'amour de Jésus. » Je crois que ce sont bien les mots exacts, car je me les suis répétés souvent, et pendant des années. Ma nourrice me les a fait dire au cours de mes prières. Je garde un souvenir très net du doux visage pensif de ce vieillard aux cheveux blancs, en soutane noire, debout dans cette chambre spacieuse de couleur marron, garnie de meubles grossiers datant de 3 siècles, dont la sombre atmosphère était à peine éclairée par la faible lumière que laissait pénétrer la fenêtre treillissée. Il se mit à genoux, les 3 femmes l'imitèrent, puis il pria tout haut, d'une voix tremblante et pleine d'ardeur, pendant fort longtemps, à ce qu'il me sembla. J'ai oublié toute la partie de mon existence antérieure à cet événement, et la période qui le suivit immédiatement n'est pas moins obscure. Mais les scènes que je viens de décrire sont aussi nettes dans ma mémoire que les images isolées d'une fantasmagorie entourée de ténèbres. Chapitre 2. Une invitée. Je vais maintenant vous narrer une chose si étrange qu'il vous faudra faire appel à toute votre confiance en ma véracité pour ajouter foi à mon histoire. Cependant, non seulement elle est vraie, mais encore, elle relate des faits dont je fus le témoin oculaire. Par une douce soirée d'été, mon père m'invita, comme il le faisait parfois, à me promener avec lui dans cette superbe clairière qui, je l'ai déjà dit, s'étendait devant le château. « Le général Spilsdorf ne peut pas venir aussitôt qu'il l'avait espéré, » me déclara-t-il, pendant que nous poursuivions notre marche. Le général s'était proposé de passer quelques semaines avec nous, et nous avions attendu son arrivée pour le lendemain. Il devait emmener avec lui une jeune fille, sa pupille et nièce, mademoiselle Reinfeldt. Je n'avais jamais vu cette dernière, mais j'avais souvent entendu dire qu'elle était absolument charmante, et je m'étais promis de passer en sa compagnie bien des jours heureux. Par suite, je fus beaucoup plus déçue que ne saurait l'imaginer une jeune fille résidant à la ville ou dans un lieu très animé. Cette visite et la nouvelle relation qu'elle devait me procurer avaient nourri mes rêveries pendant plusieurs semaines. « Quand donc viendra-t-il » demandai-je. « Pas avant l'automne. Sûrement pas avant 2 mois. Et je suis maintenant très heureux, ma chérie, que tu n'aies jamais connu mademoiselle Reinfeldt. »« Pourquoi cela ?» dis-je, à la fois curieuse et mortifiée. « Parce que la pauvre enfant est morte. J'avais complètement oublié que je ne t'en avais pas informé. Mais tu n'étais pas dans la salle ce soir, quand j'ai reçu la lettre du général. » Cette nouvelle me bouleversa. Le général Spilsdorf avait mentionné dans sa première missive, 6 ou 7 semaines auparavant, que sa nièce n'était pas en aussi bonne santé qu'il l'eût souhaité. Mais rien ne suggérait le moindre soupçon de danger. « Voici la lettre du général, » poursuivit mon père, en me tendant un feuillet de papier. « Je crains qu'il ne soit en proie à une profonde affliction. Il me semble qu'il a tracé ces lignes dans un excès de quasi-démence. » Nous nous assîmes sur un banc grossier sous un bouquet de tilleuls magnifiques. Le soleil, dans toute sa mélancolique splendeur, déclinait à l'horizon sylvestre. La rivière qui coule à côté de notre château et passe sous le vieux pont dont j'ai parlé sinuait entre plusieurs groupes de nobles arbres, presque à nos pieds, reflétant sur ses eaux la pourpre évanescente du ciel. La lettre du général Spilsdorf était si extraordinaire, si véhémente et, par endroits, si pleine de contradictions, que, l'ayant lue 2 fois, et la deuxième à voix haute, je fus contrainte de supposer, pour en expliquer le contenu, que le désespoir avait troublé la raison de son auteur. En voici la teneur.
j'ai perdu ma fille chérie, car en vérité, je l'aimais comme ma propre fille. Pendant les derniers jours de la maladie de Bertha, j'ai été incapable de vous écrire. Jusqu'alors, je n'avais pas la moindre idée qu'elle fût en danger. Je l'ai perdue, et voilà maintenant que j'apprends tout, trop tard. Elle est morte dans la paix de l'innocence, dans l'éblouissant espoir d'une bienheureuse vie future. Sa mort est l'œuvre du démon qui a trahi notre folle hospitalité. Je croyais recevoir dans ma maison l'innocence et la gaieté en la personne d'une charmante compagne pour ma Bertha disparue. Ciel, quel imbécile j'ai été! Je remercie Dieu que cette enfant soit morte sans soupçonner la cause de ses souffrances. Elle a passé sans même conjecturer la nature de son mal et la passion maudite de l'auteur de toute cette misère. Je consacrerai le reste de mes jours à retrouver puis à exterminer un monstre. On m'a dit que je pouvais espérer accomplir mon équitable et miséricordieux dessein. Pour l'instant, je n'ai qu'une très faible lueur pour me guider. Je maudis ma vaniteuse incrédulité, ma méprisable affectation de supériorité, mon aveuglement, mon obstination. Mais tout cela, trop tard. Je ne puis écrire ou parler de sang-froid à l'heure actuelle. Dès que j'aurai retrouvé un peu mes esprits, j'ai l'intention de me consacrer pendant un certain temps à une enquête qui me conduira peut-être jusqu'à Vienne. Au cours de l'automne, dans 2 mois d'ici, ou même plus tôt, si Dieu me prête vie, j'irai vous voir, du moins si vous le voulez bien. À ce moment, je vous dirai tout ce que je n'ose guère coucher sur le papier aujourd'hui. Adieu. Priez pour moi, mon cher ami. C'est ainsi que cette étrange missive prenait fin. Quoique je n'eusse jamais vu Bertha Reinfeldt, mes yeux s'emplirent de larmes. J'étais tout effrayée, en même temps que profondément déçue. Le soleil venait de se coucher. Lorsque je rendis la lettre du général à mon père, le crépuscule envahissait déjà le ciel. La soirée était douce et claire. Nous continuâmes à flâner, en formant maintes hypothèses sur la signification possible des phrases violentes et incohérentes que je venais de lire. Nous avions presque 1 mille à parcourir avant d'atteindre la route qui passe devant le château. Lorsque nous y arrivâmes, l'astre des nuits brillait dans tout son éclat. Au pont-levis, nous rencontrâmes madame Perrodon et mademoiselle de La Fontaine, qui venaient de sortir, nu-tête, pour jouir du merveilleux clair de lune. En approchant, nous entendîmes leurs voix babillardes poursuivre un dialogue animé. Nous les rejoignîmes à l'entrée du pont-levis, puis nous nous retournâmes pour admirer avec elles l'admirable tableau offert à nos regards. Devant nous s'étendait la clairière que nous venions de traverser. Sur notre gauche, la route étroite s'éloignait en sinuant sous des bouquets d'arbres altiers, pour se perdre enfin dans les profondeurs touffues de la forêt. Sur la droite, je l'ai déjà dit, cette même route franchit le vieux pont gothique près duquel se dresse une tour en ruine, jadis gardienne du passage. Au-delà du pont, une éminence abrupte et boisée laisse voir dans l'ombre des rocs grisâtres tapissés de lierre. Au-dessus du gazon et des basses terres s'étendait mollement une mince couche de brume, légère comme une fumée, qui masquait les distances de son voile transparent. Par endroits, nous apercevions la faible lueur de la rivière au clair de la lune. Nul ne saurait imaginer scène plus douce et plus paisible. La nouvelle que je venais d'apprendre la teintait de mélancolie, mais rien ne pouvait troubler sa profonde sérénité, non plus que la splendeur enchanteresse de ce paysage estompé. Mon père, grand amateur de pittoresque, et moi-même, contemplions en silence la perspective au-dessous de nous. Les 2 excellentes gouvernantes, un peu en retrait, commentaient le spectacle et discouraient interminablement au sujet de l'astre des nuits. Madame Perrodon, femme très opulente, d'âge mûr, à l'âme romanesque, bavardait en soupirant de façon poétique. Mademoiselle de La Fontaine, en digne fille de son père, un Allemand réputé pour son tour d'esprit psychologique, métaphysique et tant soit peu mystique,
déclarait que lorsque la lune brillait d'un éclat si intense, cela dénotait, la chose était universellement admise, une activité spirituelle toute spéciale. La pleine lune, à un pareil degré de clarté, avait des effets multiples. Elle agissait sur les rêveurs, sur les fous, sur les nerveux. Elle avait d'extraordinaires influences physiques en rapport avec la vie. À ce propos, mademoiselle nous raconta l'anecdote suivante. Un de ses cousins, second à bord d'un navire marchand, s'étant endormi sur le pont par une nuit semblable, couché sur le dos, le visage exposé à la clarté lunaire, avait rêvé qu'une vieille femme lui griffait la joue. À son réveil, il avait constaté que tous ses traits étaient affreusement tirés d'un côté, et son visage n'avait, depuis lors, jamais retrouvé sa symétrie. « La lune, cette nuit, dit-elle, est riche en influences magnétiques et odiques. Et voyez donc, derrière vous, la façade du château. Toutes ces fenêtres scintillent de 1000 feux allumés par cette splendeur argentée, comme si des mains invisibles avaient illuminé les pièces pour recevoir des hôtes surnaturels. Il est certains états d'indolence de l'âme, ou bien que nous ne soyons pas nous-mêmes enclins à parler, la conversation des autres paraît agréable à notre oreille distraite. Ainsi, je continuais à contempler le paysage, fort contente d'entendre le babillage des deux femmes. « Je me sens d'humeur mélancolique ce soir, » déclara mon père, après un instant de silence. Puis, citant Shakespeare, qu'il avait coutume de lire à voix haute pour nous permettre de cultiver notre anglais, il poursuivit. « J'ignore en vérité pourquoi je suis si triste. Cela m'oppresse, et cela vous oppresse aussi. Mais comment j'ai pu contracter ce mal ? » J'ai oublié la suite. Mais j'ai l'impression qu'un grand malheur est suspendu sur nos têtes. Je suppose que cela est dû en partie à la lettre désespérée du pauvre général. À ce moment, un bruit insolite de roues de voiture et de sabots de chevaux sur la route retint notre attention. Il semblait venir de l'éminence que domine le pont, et bientôt, l'équipage apparut à cet endroit. D'abord, 2 cavaliers traversèrent le pont, puis vint une voiture, attelée à 4 chevaux, suivie de 2 cavaliers. Le véhicule devait transporter un personnage de haut rang, et nous fûmes bientôt absorbés dans la contemplation de ce spectacle inhabituel. En quelques secondes, il devint beaucoup plus fascinant, car, aussitôt que la voiture eut franchi le faîte du pont abrupt, un des chevaux de tête prit peur et communiqua sa panique aux autres. Après avoir donné quelques ruades, l'attelage tout entier se mit à galoper furieusement, fila entre les 2 cavaliers en avant-garde, puis se précipita vers nous sur la route, rapide comme l'ouragan, dans un fracas de tonnerre. L'émoi suscité par cette scène était rendu encore plus douloureux par les cris aigus d'une voix de femme à l'intérieur du véhicule. Nous avançâmes, en proie à une curiosité horrifiée. Mon père sans mot dire, les 2 gouvernantes et moi, en poussant des exclamations de terreur. Notre attente angoissée ne dura pas longtemps. Juste avant d'arriver au pont-levis, un superbe tilleul se dresse sur un côté de la route et sur l'autre côté s'érige une antique croix de pierre. À la vue de celle-ci, les chevaux, qui allaient maintenant à une allure effroyable, firent un tel écart que la roue de la voiture passa sur les racines ensaillies de l'arbre. Je savais ce qui allait arriver. Incapable de supporter la vue de l'inévitable accident, je me couvris les yeux de la main et détournai la tête. Au même instant, j'entendis un cri poussé par les 2 gouvernantes, qui s'étaient avancées un peu plus loin. La curiosité m'ayant fait rouvrir les paupières, je contemplai une scène où régnait la plus grande confusion. 2 des chevaux gisaient sur le sol. La voiture était renversée sur le côté, 2 roues en l'air. Les hommes s'occupaient à défaire les traits du harnais. Enfin, une dame à la mine et au port, majestueux, venait de sortir du véhicule et se tenait sur la route, les mains jointes, portant parfois à ses yeux le mouchoir qu'elle étreignait de ses doigts. Au moment même où je regardais ce spectacle, on hissait par la portière une jeune fille qui semblait être sans vie. Mon père se trouvait déjà près de la dame, son chapeau à la main, offrant, de toute évidence,
son aide et les ressources de son château. Mais elle semblait ne pas l'entendre, et n'avait d'yeux que pour la mince jeune fille que l'on étendait à présent sur le talus. J'approchai. La jeune voyageuse était étourdie, mais sûrement pas morte. Mon père, qui se piquait de posséder quelques connaissances médicales, lui avait tâté le poignet et assuré à sa mère, car la dame venait de se déclarer telle, que son pouls, faible et irrégulier sans doute, était nettement perceptible. La dame joignit les mains et leva les yeux au ciel, dans un bref transport de gratitude. Mais presque aussitôt, elle s'abandonna une fois encore au désespoir, de cette façon théâtrale qui est, je crois, naturelle à certaines gens. Elle avait fort bonne apparence, si l'on tenait compte de son âge, et avait dû être fort belle dans sa jeunesse. Grande, mais non pas maigre, vêtue de velours noir, elle avait un visage fier et majestueux, bien qu'il fût pour l'instant étrangement pâle et bouleversé. Y a-t-il sur cette terre un être humain autant que moi voué au malheur ? Disait-elle au moment où je m'approchais. Me voici, au milieu d'un voyage qui est pour moi une question de vie ou de mort. Perdre une heure, c'est peut-être tout perdre. Dieu sait combien de temps s'écoulera avant que ma fille ne soit en état de reprendre la route. Il faut absolument que je la quitte. Je ne peux pas, je n'ose pas m'attarder. Pouvez-vous me dire, monsieur, à quelle distance se trouve le village le plus proche ? C'est là que je dois la laisser. Et je ne verrai pas mon enfant chéri. Je n'aurai même pas de ses nouvelles, jusqu'à mon retour, dans 3 mois d'ici. Tirant mon père par le pan de son habit, je lui murmurai à l'oreille d'un ton fervent. « Oh papa, je vous en prie, demandez-lui de permettre que sa fille séjourne au château. Ce serait si agréable. » Si madame veut bien, jusqu'à son retour, confier son enfant aux bons soins de ma fille et de sa gouvernante, madame Perrodon, et l'autoriser à demeurer chez moi à titre d'invité, non seulement nous en serons très honorés et très obligés, mais encore nous la traiterons avec tout le dévouement que mérite un dépôt aussi sacré. « Je ne puis accepter cela, monsieur, répondit-elle d'un air égaré. Ce serait mettre trop cruellement à l'épreuve votre chevaleresque obligeance. Tout au contraire, ce serait nous témoigner une extrême bonté à un moment où nous en avons particulièrement besoin. Ma fille vient d'être déçue par un cruel malheur et se voit frustrée d'une visite dont elle attendait depuis longtemps beaucoup de joie. Si vous nous confiez votre enfant, ce sera pour elle la meilleure des consolations. Le village le plus proche est assez loin d'ici, et vous n'y trouverez pas d'auberge où installer votre fille, ainsi que vous en avez exprimé l'intention. D'autre part, vous ne pouvez pas la laisser poursuivre son voyage pendant longtemps sans l'exposer à être gravement malade. Si, comme vous l'avez dit, il vous est impossible d'interrompre votre voyage, il faut vous séparer d'elle, ce soir même. Or, vous ne sauriez le faire nulle part ailleurs qu'ici, avec de meilleures garanties de bons soins et d'affection. La dame en noir avait tant de majestueuse distinction dans son apparence et tant de séduction dans ses manières qu'on ne pouvait manquer de la considérer, mis à part la dignité de son équipage, comme une personne d'importance. À présent, sa voiture reposait sur ses 4 roues, et les chevaux, redevenus parfaitement dociles, avaient été remis dans les traits. La dame jeta sur sa fille un regard qui, me sembla-t-il, n'était pas aussi affectueux qu'on aurait pu s'y attendre d'après le début de la scène. Puis, elle fit à mon père un léger signe de main et se retira avec lui à quelques pas de distance, hors de portée de mon oreille, après quoi elle se mit à lui parler d'un air grave et sévère, très différent de celui qu'elle avait eu jusque-là. Je fus stupéfaite de constater que mon père ne semblait pas s'apercevoir de ce changement. En même temps, je me sentis incroyablement curieuse de savoir ce qu'elle pouvait lui dire, presque à l'oreille, avec tant d'ardeur volubile. Elle discourut ainsi pendant 2 ou 3 minutes environ. Ensuite, elle se retourna et gagna en quelques pas l'endroit où gisait sa fille, soutenue par madame Perrodon. Elle s'agenouilla à son côté l'espace d'un instant et lui murmura à l'oreille ce que la gouvernante prit pour une courte bénédiction.
Puis, lui ayant donné un rapide baiser, elle monta dans la voiture. On referma la portière. Les laquais en superbe livrée grimpèrent à l'arrière du véhicule. Les piqueurs éperonnèrent leurs montures, les postillons firent claquer leurs fouets, les chevaux filèrent soudain à un trot furieux qui menaçait de redevenir un grand galop à brève échéance. Et le véhicule s'éloigna à vive allure, suivi par les 2 cavaliers qui allaient, eux aussi, à fond de train. Bonjour et bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain et le premier vlog lecture sur Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Je crois que ça se dit Le Fanu, non? Je crois qu'il est de la famille française. Enfin, j'ai à peine effleuré les recherches sur l'auteur ou sur le roman, donc je les ferai plus tard. En tout cas, après la lecture de ce prologue et de ces 2 premiers chapitres, je trouve qu'il y a... Alors déjà, il y a un décalage parce que le narrateur du prologue n'est pas celui de... Enfin, n'est pas la jeune fille, en fait, des 2 premiers chapitres. Mais donc, il y a un aspect un peu plus scientifique, j'ai l'impression, dans le prologue. Et pour avoir écouté, du coup, Bram Stoker, donc le Dracula, j'ai commencé Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, que j'ai déjà lu, je pense, au collège ou au lycée. C'était dans le cursus scolaire, et je le réécoute là parce qu'il y a une lecture commune et je me disais que c'était sympa de reprendre. Enfin bref, il y a vraiment l'importance dans ce genre de roman de la science. Donc c'est la science de l'époque, les découvertes de l'époque. Par exemple, dans le Dracula de Bram Stoker, l'auteur il a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui était les transfusions sanguines. On peut se demander du coup, je crois qu'ils n'ont aucune notion de ce qu'est le Rhésus et compagnie à l'époque. Hein. C'est pas terrible. Enfin, je pense qu'il transférait, enfin, il faisait des transfusions sanguines d'une personne à une personne sans se préoccuper, parce que je pense qu'il n'avait pas les connaissances du groupe et du Rhésus, du groupe sanguin et du Rhésus du donneur ou du receveur. Ça devait pas être terrible comme soin, mais bon après, c'est comme pour tout, faut essayer. Hein. C'est comme les champignons, on peut tous les manger au moins une fois. Sur cette blague mycologique, je reviens sur Carmilla. Alors, Carmilla, du coup, j'ai un petit doute, je sais pas si c'est la narratrice du coup des 2 premiers chapitres ou si ça va être la fameuse jeune fille vampire qui serait, de ce que je comprends, la fille accidentée en fait dans le carrosse. Je sais pas du tout, mais c'est bizarre, ça fait vraiment... Mais là c'est vraiment l'aspect roman gothique, il y a vraiment des ambiances un petit peu étranges. Je sens pas trop la pesanteur que j'ai pu ressentir dans... parce que j'ai écouté aussi Léo de Hurlevent d'Emily Brontë qui était sur Lire audio. Et d'ailleurs c'est un livre audio, je vais vous le mettre en barre d'infos. C'est un livre audio qui avait remporté des prix et qui est absolument magnifiquement raconté. Dans Léo de Hurlevent, il y avait vraiment la sauvagerie en fait du paysage qui rendait aussi à moitié sauvage les gens qui y vivaient, enfin les gens qui se traitaient mal. Il faudrait que je fasse ça d'ailleurs. Je pense que je ferai un update de lecture sur Léo de Hurlevent parce que c'est un livre que j'ai écouté du coup, que je ne connaissais pas. J'ai jamais lu, je l'avais jamais lu et j'ai pas vu non plus les adaptations. Et la langue est magnifique. Et il y a vraiment le côté pesant, c'est toutes les émotions négatives. Je pense que Léo de Hurlevent, il faut le lire quand on va bien, pas quand on a le moral un peu foireux ou qu'on est un peu sensible, que c'est pas la bonne période. Faut pas. Faut se concentrer sur des lectures qui sont un petit peu plus joyeuses. Mais du coup, pour revenir sur Carmilla, donc je sens pas la lourdeur que j'ai pu ressentir par exemple dans Léo de Hurlevent ou dans Dracula aussi.
C'est pas encore le cas sur ma Frankenstein, je suis pas assez avancée. Mais on est donc dans du roman gothique. Déjà, il y a le décorum. Donc, les bleds paumés. J'ai sûrement écorché vif les quelques noms de gens parce que je suis pas du tout germanophone. Donc, j'ai un accent... si déjà j'ai un accent pourri en anglais, je vous laisse même pas imaginer ce que ça va être en allemand. Mais j'ai sûrement écorché ces noms, donc je m'en excuse. Et oui, il y a déjà le décorum, donc ces endroits un petit peu isolés, les châteaux un peu médiévaux, les ruines, la forêt, le paysage, enfin les clairières, la rivière, le pont-levis, etc. Pardon. Il y a déjà le décorum. On sent déjà qu'il peut y avoir une espèce de danger qui commence à venir. J'ai trouvé la scène de la petite terreur nocturne où... Je sais pas, ça avait pas l'air d'être un rêve quand la jeune fille était petite, là, qu'elle avait 6 ans, et qu'elle s'est fait mordre au cou. Pour moi, c'était pas un rêve. Et vu comment c'est décrit, pourtant c'est pas très long, hein, c'est sur une page ou deux, bah, ça met dans l'ambiance, je trouve, ça peut faire flipper. Je suis une grosse flippette, hein, moi j'ai été traumatisée par Stephen King et j'en ai lu que 2. J'ai lu Cujo et Jessie de Stephen King et je me suis dit qu'il va pas très bien dans sa tête. Mais j'adore et je pense que j'en lirai d'autres. Mais ouais, on sent qu'il y a déjà quelque chose. Et ce qui était aussi assez en vogue à l'époque, dans le roman gothique, comme j'imagine dans la société, c'était un peu tout ce qui était autour du surnaturel, des superstitions. Là, on a un auteur irlandais qui écrit sur... Bah, c'est l'Allemagne, il me semble bien. J'ai cru voir passer la Bavière. Alors que par exemple, Bram Stoker, il était anglais ou irlandais, enfin par là-bas. Il écrivait sur les Carpates, donc là on était vraiment... c'est la Roumanie, il me semble. Je suis une quiche en anglais. En géographie, je suis vraiment... Enfin, faut pas me mettre, même avec une carte et compagnie, je suis une quiche, je me perds tout le temps, même avec un GPS, j'ai un talent particulier pour ça. Il faut me mettre un gilet jaune si vous me lâchez dans la forêt, parce qu'il faut qu'on me retrouve. Mais bref, je trouve que c'est vachement prometteur. Je trouve que la langue est très belle. Je trouve que le personnage, donc cette jeune fille, est toute pleine d'entrain et elle est sûrement un petit peu solitaire parce que du coup, elle est triste d'avoir raté une amie en fait qui est morte avant qu'elle ne devienne amie. Ça met bien dans l'ambiance. Ça donne vraiment envie d'en lire plus. Mais je m'arrête là. Franchement, je suis pleine d'entrain. Carmilla, bonne. Je pense que je vais aimer. Donc j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à laisser un petit message. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner avec la cloche blanche si vous voulez être tenu au courant par notification des mises à jour de la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée. Rêvez tout plein, rêvez grand. Et mangez de l'ail parce que ça parle de vampires. À bientôt!